Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Paris, sur les Champs-Élysées, le 30 septembre 1928, dans un théâtre qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait le Femina, grand gala de bienfaisance extrêmement élégant, vous imaginez, 1928. Gala de soutien aux sinistrés d'un ouragan qui venait de dévaster la Guadeloupe. Et le tout Paris est là pour un spectacle musical sur le thème de l'Argentine. Oh, c'est pas très rigolo, hein, c'est assez empesé comme spectacle. Et puis, en deuxième partie, voilà que monte sur scène celui qui en Argentine est une star du tango. Il a traversé l'Atlantique pour venir se produire à Paris où c'est sa première apparition. Il est venu en paquebot comme ça se faisait à l'époque évidemment. Quelques notes de bandoneon et puis une voix dont on ne sait pas si elle est gaie ou triste. Le public est emporté en tout cas comme sur une piste de danse. Et dès le lendemain, le journal La Rampe va raconter la soirée. Je cite. Carlos Gardel, son chant d'oiseau créole est une langue universelle qui dévoile aux yeux du monde entier l'âme argentine et ses mystères. Le chant de Carlos Gardel, c'est la plainte du vent dans les branches, c'est la méditation crépusculaire quand la nuit descend sur les espaces infinis, c'est le chant même d'une nation qui, avec quelques notes mélancoliques, exprime son orgueil, ses joies et ses douleurs. Et le journaliste qui visiblement ne s'est pas trop ennuyé pendant cette soirée, ajoute « Chaque note est un écho des veillées aux ranchos des Pampas lorsque les rudes gauchos se racontent leurs exploits. Et il nous rapporte aussi des villes, l'âme du faubourg, le pittoresque faubourg où le peuple aime et souffre. » Carlos Gardel nous en évoque les amours, les peines, les plaisirs, les fatigues, les espoirs, les vertus et les vices, en d'irrésistibles tangos. Les Français l'écouteront comme il est écouté là-bas et sans doute bien des paupières tenteront vainement de retenir les larmes que son prodigieux talent fera monter du cœur aux yeux de ses auditeurs. Et c'est vrai que la salle est debout à la fin de la prestation et Gardel, il a 37 ans à l'époque, Carlos Gardel, il est littéralement stupéfait. C'est la bonne surprise, Peroche, mais quoi? On est à Paris ici ou à Buenos Aires? Même engouement les soirs suivants quand il se produit dans un autre cabaret, alors une salle célèbre de la rue de Clichy qui s'appelle Florida. Et cette fois, c'est la revue Comédia, qui est la grande revue très sérieuse du spectacle de l'époque, qui écrit l'intelligence visible de Carlos Gardel, sa bonne foi, son ardeur, sa simplicité lui gagnent tout de suite la sympathie des spectateurs. Bref, vous aurez compris que les Français ont adopté ce Carlos Gardel que pourtant ils ne connaissent pas encore. Ils ignorent que ce chanteur argentin au passeport uruguayen est en réalité un Français qui est immigré en Amérique du Sud. Franck Ferrand sur Radio Classique. Car c'est à Toulouse que commence cette histoire, à la fin de 1890. Toulouse, où n'est non pas Carlos, mais Charles, non pas Gardès, mais Gardès, du nom de sa mère, Berthe Gardès, qui est fille de commerçant. À 24 ans, elle a eu une liaison avec un homme qui était déjà marié. Vous savez, c'était ces histoires extrêmement... des petites tragédies familiales de l'époque. Elle est tombée enceinte. Tout le monde a trouvé préférable de l'expédier le plus loin possible, en Argentine, par exemple. Et début 93, la mère et son petit de 2 ans ont débarqué du paquebot à Buenos Aires, tandis que Berthe a gagné sa vie comme planchadora, c'est-à-dire en repassant du linge. Eh bien, le petit Charles lui a grandi dans les rues du quartier de l'Abasto, l'immense marché de Buenos Aires. Quartier où vous avez des Italiens immigrés en masse, des créoles aussi. Charles devient donc Carlos, Carlito. Il apprend à parler le patois du barrio Abasto, cette espèce de mélange d'italien, d'espagnol, on ne sait plus trop quelle langue on parle. Et avec ses copains, il va à la pêche, il joue au foot, c'est un Argentin, qu'est-ce que vous voulez? À l'occasion, il se bat aussi, parce qu'on fait le coup de poing contre la bande adverse. Berthe veille à ce qu'il aille à l'école.
Et Carlito apprend avec beaucoup de facilité et surtout il découvre la musique. Il adore chanter ce gamin-là dans la chorale de l'école et pas seulement, dans les bars aussi pour gagner quelques pesos. Et puis un jour, il y a un homme qui lui dit « Je te donne 2 pesos si tu vas chanter pour cette fille là-bas ». Et voilà comment commence une carrière de chanteur de charme. Il va finir par laisser tomber l'école et passer de petit boulot en petit boulot. Vous imaginez bien le genre de vie de ce garçon. Il travaille chez un imprimeur, un horloger. On le voit aussi dans les théâtres où il croise les payadores, les chanteurs populaires qui jouent à la guitare et qui improvisent des textes. Disons les choses, ses origines font qu'il est aussi amené à vivre de petites combines, de larcins et même d'escroqueries. Plus d'une fois, Berthe est obligée d'aller le récupérer au commissariat, la pauvre femme, comme si ça ne suffisait pas. Il s'est notamment fait pincer pour l'escroquerie de l'oncle. Ça consiste pour Carlos à se faire un ami dans un bar, et puis un jour, il prétend qu'il a touché l'héritage d'un oncle lointain. On connaît ça archi par cœur, aujourd'hui c'est éculé, mais à l'époque ça devait marcher encore. Il n'a pas assez d'argent pour aller récupérer son héritage, donc l'ami il faut quand même être un sacré bon baratineur, mais l'ami finit par prêter à Carlos l'argent nécessaire pour le voyage. En échange, il aura bien sûr une belle rétribution, sauf qu'une fois l'argent prêté, inutile de vous dire que le Carlito se volatilise et que l'autre ne le revoit jamais, et revoit encore moins son argent. Bref, vous allez me dire rien de bien méchant. Carlos est au diapason de ce Buenos Aires des bas-fonds, où les compadres, les voyous et les payadores, donc ces chanteurs qui sont à peine moins voyous, se mélangent et souvent se mélangent tellement qu'on n'arrive plus à les distinguer. Le soir, dans chaque bar de Buenos Aires, il y a un chanteur, un musicien, il y a peut-être parfois un petit orchestre et on joue des musiques qui arrivent d'un peu partout, de Cuba, d'Italie, d'Espagne, d'Afrique même, et c'est de ce mélange que naît une danse populaire qui va faire fureur dans cette Argentine, le tango. C'est une musique qui, à l'époque, ne se chante pas, en tout cas pas encore. D'ailleurs, Carlos chante uniquement des chansons folkloriques. Il ne chante pas de tango à l'époque, bien sûr. Et avec son ami qui s'appelle Razzano, il monte un duo. Et les voilà qui se produisent dans des cabarets, puis dans des soirées privées, et même dans une petite salle de concert. Et toujours le public est ébloui par ce qu'ils font. Et ils sont ovationnés jusqu'à ce qu'un producteur les repère. C'est comme ça que ça se passe. Ils vont tourner un peu partout en Argentine, et puis en Uruguay, et puis au Brésil. Ils enregistrent des disques, ils sont bien payés. Et bon, ben voilà, Carlos est tiré d'affaire. Maintenant, il ne sera plus un voyou, il sera seulement un chanteur. Vous écoutez Radio Classique. J'ai peut-être parlé un tout petit peu vite là en vous disant qu'il était tiré d'affaire, Carlos Gardel, puisque le 15 décembre 1915, nous de ce côté de l'Atlantique, nous sommes en pleine guerre. Après un concert à Buenos Aires, les deux chanteurs là vont danser dans une boîte huppée et à la sortie, il y a des jeunes gens de bonne famille qui les provoquent. Carlos essaie de calmer le jeu, il veut pas se battre, sauf qu'il y a un garçon qui dégaine un pistolet, qui tire et que Carlos est touché au poumon. Il va survivre, mais il va survivre avec cette balle qui restera fichée dans sa poitrine. La police lui conseille de ne pas porter plainte parce que celui qui a tiré est le fils d'une famille très puissante. Alors il vaut mieux que tu fasses profil bas, un petit. Et puis, de toute façon, ça ne l'empêchera pas un mois plus tard de chanter de nouveau. Il y a une autre raison pour laquelle en 1915 à Buenos Aires, Carlos ne porte pas plainte. Il est français, je vous rappelle. Et en 1915, donc, la France est en guerre. Il a 25 ans et la vérité, c'est qu'il devrait être sous les drapeaux. Depuis longtemps, il devrait être sur le front en ce moment, dans les tranchées. Et lui qui a été abandonné par son père français, qui est arrivé en Argentine à 2 ans, qui parle ce patois du barrio Abasto, il se sent pas français pour un sou, bien sûr. Il est argentin, il n'a aucune envie d'aller se faire trouer la peau là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, c'est la raison pour laquelle, sur scène, il se fait appeler Gardel et non plus Gardès, c'est plus sûr. Et puis, après la guerre, il utilisera ses relations pour décrocher un passeport uruguayen. Et comme ça, il s'appellera officiellement Gardel. Après sa sortie de l'hôpital, il va se lier avec un poète un peu bohème qui s'appelle Pascual Contursi, qui a une idée, écrire des textes en lunfardo. Alors ça, c'est un autre patois, c'est un argot populaire de Buenos Aires. Et l'idée, c'est d'écrire ces textes sur des airs de
tango, qui est après tout une musique née elle aussi dans les faubourgs. Gardel trouve le résultat incroyable, époustouflant même, et il décide d'interpréter un texte de Contursi sur un air de tango. C'est la chanson Mi noche triste, femme qui m'a donné le meilleur de ce que j'ai connu, me laissant l'âme blessée et une épine dans le cœur. Comme je t'aimais, tu étais ma joie et mon rêve brûlant. Pour moi, il n'y a plus de réconfort. Je me tais pour oublier ton amour. Il faut imaginer ça sur un rythme de tango, bien entendu, avec cette espèce de scansion, avec des distorsions même dans le rythme. Bref, c'est une révolution. Maintenant, le tango ne sera plus seulement dansé, mais chanté, et tout le monde à Buenos Aires va fredonner cette noche triste, cette triste nuit. Et Gardel abandonne définitivement le folklore. Il est maintenant le chanteur du tango. Il va commencer d'ailleurs sa carrière en solo parce que son partenaire a des problèmes de cordes vocales, Razzano, et il va devenir son manager plutôt que son partenaire sur scène. Et Gardel enregistre 16 tangos chantés en solo entre 17 et 21, 19 en 1922. Sa carrière s'envole, si j'ose dire. Dans sa biographie de Carlos Gardel, qui est parue chez De Noël il y a 40 ans maintenant, Edmundo Eichelbaum insistait sur ce moment. Maintenant, le tango aborde tous les sujets de la vie, si bien qu'à son échelle, il écrit l'histoire intime de ce peuple, dont Carlos a voulu devenir l'interprète, et c'est bien le cas. Non seulement sa voix, son langage, mais ses gestes, mais son aspect en font la figure emblématique de Buenos Aires et de son miroir, le tango. Car la tristesse du tango chanté est la synthèse de toutes les tristesses des migrants, ceux de l'étranger et ceux de l'intérieur, laminés par la grande ville, et l'humour aigre, sarcastique, c'est précisément celui que Gardel a puisé dans les rues de son enfance. Quant à la nostalgie du tango, elle est la somme des nostalgies des travailleurs ballottés, de tous les hommes poussés en avant ou écrasés par les changements accélérés de l'époque. C'est la nostalgie de la pureté. Magnifiquement vu de la part de ce biographe Edmundo Eichelbaum, qui ajoute, sans compter la rébellion. Le tango, en effet, veut aussi faire revivre tout ce qui était jadis ou semblait être ce bonheur perdu. Mais le tango est fier également. Il proclame bien haut la qualité des fils des rues. S'être fait soi-même, c'est l'orgueil de Carlos. En cette année 1923, partout à Buenos Aires, dans les villes de l'intérieur, à Montevideo, pour tous, tango et Carlos sont inséparables à tel point même que littéralement, Gardel sait tango. Il n'empêche que fort peu d'intellectuels argentins ou uruguayens ont compris l'importance de cette œuvre. L'intelligentsia est encore trop préoccupée par l'imitation élitiste de la culture européenne. C'est le peuple de Buenos Aires, de Rosario, de Paraná, de Bahia Blanca, de Cordoba, de Montevideo, qui spontanément se reconnaît dans cette musique. Le peuple fortifie le chanteur dans sa conviction et donne au tango son caractère national. En Europe, la guerre, c'est fini maintenant. On est entré dans la frénésie des années folles. Et ça donne envie, évidemment, ça donne envie aux artistes du monde entier de venir se produire un peu du côté de Paris avec son nouveau passeport uruguayen. Carlos va revenir, devrais-je dire, sur son continent d'origine. Son impresario organise une tournée d'abord en Espagne en 23, il visite brièvement Toulouse, qui est sa ville natale, avec un sentiment ambivalent. D'où est-ce qu'il vient, lui, finalement, et qui est-il? Il rentre en Argentine, mais là aussi il se sent seul, malgré une longue relation avec une jeune femme, la jeune Isabelle, relation qui commence un petit peu à battre de l'aile, et il y a cette mélancolie qui est venue le gagner, qui gagne aussi ses chansons. Ce voyage a ranimé sans doute des blessures d'abandon ou d'arrachement. Et dans ces textes, les thèmes du départ, du retour reviennent sans cesse. La chanson la plus connue, c'est Revenir, Volver. Ça décrit l'histoire d'un homme qui regarde l'horizon sur le pont d'un paquebot. Je devine le scintillement des lumières qui au lointain guident mon retour. Ce sont les mêmes qui éclairent de leurs pâles reflets les heures profondes de douleur. Et bien que je n'ai pas voulu ce retour, on revient toujours au premier amour.
Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le moment de se réconcilier avec la France et avec l'Europe et de lancer par la même occasion une carrière mondiale. Le 12 septembre 28, Carlos embarque de nouveau sur un paquebot. Ce sont des palaces flottants, les paquebots de l'époque. Il arrive en Espagne comme la première fois, sauf que là, il a bien l'intention d'aller se produire à Paris et ce sera le succès dont je vous ai parlé. Ce gala du théâtre Femina et puis les soirées au Florida. Il va jouer comme ça pendant 3 mois et tout le monde vient l'écouter, Fujita, Maurice Chevalier, Joséphine Baker, bien sûr, et puis Gaby Morley, avec laquelle il commence une liaison secrète. Le président Doumergue va même l'inviter au bal des Petits Lits Blancs, qui est la grande soirée de charité de l'époque, qui a lieu à l'Opéra Garnier, puis se produira aussi à Cannes, à Monte-Carlo, enfin bref. À Nice, le 26 mars 1930, il chante au Palais de la Méditerranée devant un public littéralement électrisé et au cœur de la salle arrive d'un seul coup l'invité surprise, Charlie Chaplin, vous imaginez, la plus grande star de l'époque, qui danse un tango sur la chanson El Monito, le petit singe. Et alors là, le public est fou, littéralement. Gardel et Chaplin se sont rencontrés à plusieurs reprises, ce sont des amis en fait. D'ailleurs, Gardel s'est essayé au cinéma, là. Paramount le fait tourner dans Las Luces de Buenos Aires, les Lumières de Buenos Aires, avec une bande-son uniquement faite de tango, composition de Gerardo Matos Rodriguez, au violon Julio De Caro, au bandoneon Pedro Lorenz. C'est le début de cette carrière d'acteur qui permet au public de voir encore aujourd'hui Gardel chanter finalement. C'est l'immortalité, le cinéma. Un jour, Gardel visite un cimetière militaire français. Il est effaré devant la multitude des croix alignées et il va composer Silencio. Vous savez, cette ode pacifiste, triste, sur une mère qui a perdu 5 fils à la guerre. En juin 1930, à Buenos Aires, le général Uriburu fait son coup d'état militaire. C'est le début de la dictature fasciste. Gardel est hostile, bien sûr, à la violence de ce régime. Il ne rentrera plus en Argentine maintenant que pour des petits passages obligés, très brefs. C'est à New York que sa carrière l'emmène. Désormais, ça va être un triomphe inouï. Il joue et chante dans 6 films, toujours pour la Paramount. Et dans son immeuble new-yorkais, il rencontre un gamin de 14 ans qui joue du bandoneon à merveille. Gardel l'embauche sur un de ses films. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ce gamin-là s'appelle Astor Piazzolla ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Partout maintenant, partout, Gardel est adulé. Si l'on en croit Eschenbaum, son biographe, il est devenu le porte-flambeau de toute l'Amérique du Sud. Le passage de relais, si je puis dire, à Astor Piazzolla est une bonne chose. Il a bien fait de transmettre la flamme, Gardel, car le 24 juin 1935, il est à bord d'un avion qui décolle de Medellín, en Colombie, pour regagner Buenos Aires. En prenant de la vitesse sur la piste de décollage, l'avion se déporte un peu sur la droite et le voilà d'un seul coup qui pique du nez, percute un autre avion, les 2 appareils s'enflamment et sur les 18 passagers, il y en a 15 qui vont périr et parmi eux, Carlos Gardel. Vous imaginez le deuil national en Argentine. Il faut 2 mois pour rapatrier les restes du chanteur qui vont passer par Panama, New York avant de redescendre à Buenos Aires. 30 000 porteños l'attendent sur les quais pour accompagner, pour porter à bout de bras le corps du disparu jusqu'au cimetière de la Chacarita. 2 ans plus tôt, avant d'embarquer sur un dernier transatlantique pour l'Europe, il avait pris une feuille blanche, une plume, et il avait eu la bonne idée, Carlos Gardel, d'écrire son testament. « Je suis français, né à Toulouse le 11 décembre 1890, et fils de Berthe Gardès. Je déclare solennellement que mes véritables noms et prénoms sont Carlos Romualde Gardès, bien que pour la scène, j'ai adopté et utilisé le nom de Gardel, et c'est sous ce nom que l'on me connaît. » Il avait voulu se mettre en règle d'une certaine façon avec son passé. Avec l'Argentine, certes, mais aussi avec la France, et puis avec le monde, et surtout peut-être avec sa mère. Vous écoutez Radio Classique.